qui est le spécialiste du décès. Et donc, Alain Pichot va nous faire cette dernière visioconférence de l'année. Et à partir de janvier, Louis Jolan organisera une visioconférence chaque lundi du mois à 18h pendant toute l'année. On en reparlera. Tu as la parole, Alain. Merci pour ton savoir sur l'histoire du Nessé depuis 1880. Merci. Voilà, eh bien, chers amis, bonsoir à tous. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire du Nessé. Alain, excuse-moi. Est-ce que tu peux monter un peu le son de ton micro? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, ou bien tu parles plus près, ou bien tu augmentes le son. Bon, je parle plus près. C'est bien, c'est bien. Ça va? C'est très bien. Très bien. Bon, parfait. On Alors, recommence. voilà, je disais donc bonsoir à tout le monde et que j'avais le plaisir de présenter ce soir l'histoire du Nessé depuis 1880, c'est-à-dire l'histoire du château. Car bien entendu, avant, il y a aussi une histoire, mais elle ne fait pas partie du sujet de ce soir. Bien, ceci étant dit, tout le monde connaît le lieu, c'est le Nessé donc en Saint-Briac, et il a une histoire à plusieurs facettes depuis donc 140 ans, puisque d'une grande propriété, enfin d'une grande maison aristocratique, on est passé à une occupation bourgeoise, puis ensuite à une occupation sous la forme d'une colonie de vacances, et puis même le Nessé a été déserté pendant un certain temps avant qu'il ne renaisse aujourd'hui, hein, on peut dire aujourd'hui puisque c'est 2018. Et donc, avant de continuer, je voudrais tout de suite, dès le départ, bien rendre un hommage appuyé à mon ami François Bénissi de Saint-Briac, puisqu'il a conçu et édité une brochure tout à fait remarquable sur l'histoire du Nessé depuis ses origines. Et cette histoire, d'ailleurs, cette brochure que l'on peut trouver donc au point vente, au point presse de vente de Saint-Lunaire, là, qui fait face à la Poste. Et je dois dire justement que je me suis appuyé complètement sur cette brochure pour faire la présentation de ce soir. Voilà, alors ceci étant dit, je vais me permettre de vous présenter cette histoire du Nessé donc en 3 parties. Un premier moment assez dense qui comprend la construction du château et puis quelques mots sur son constructeur qui est le vicomte de Villebrème. Ensuite, un deuxième moment qui sera consacré aux ventes et aux reventes du château jusque pratiquement à l'heure actuelle. Et le troisième moment de cette présentation, eh bien, sera justement de voir la renaissance du château du Nessé sous la forme d'un château-hôtel qui est entre les mains de la famille Bazin. Voilà. Donc, on peut passer, Louis, à la deuxième diapo qui présente le lieu bien connu. Donc, comme vous le voyez, c'est une presqu'île qui est bordée d'un côté par la plage du Béchet, de l'autre par la plage de la Salinette et qui fait face à l'entrée du Frémur. Alors, on se demande à l'origine, c'est-à-dire avant 1880, quel était justement le visage de cette presqu'île. Alors, le visage de cette presqu'île, eh bien, il ressemblait à celle de l'île du Perron, que je vous présente, puisque avant 1880, on n'a pas de photo de l'endroit. Donc, c'était un endroit désert, enfin, sans doute qu'il y avait quand même quelques ajoncs, quelques arbres rabougris, mais c'était surtout une terre à pâture pour les animaux qui appartenaient à la ferme de la Houle, car la presqu'île du Nessé ainsi que celle du Perron faisaient partie de la ferme de la Houle. Cette ferme a disparu, mais il existe toujours la maison qui se trouve située juste derrière ou à côté de l'hôtel de la Houle, donc boulevard de la Houle. Et
cette presqu'île du Naisset avait cependant quelques vestiges du passé sous la forme d'un corps de garde du XVIIe ainsi que 2 vieux canons de bronze rouillé qui remontaient sans doute à la même époque et qui étaient du temps où notre côte devait se défendre contre des descentes possibles, des attaques possibles des Anglais. Voilà. Eh bien, ce Naisset du début, cette presqu'île du début est achetée en 1880 par le vicomte de Villebrème. Voilà. Et ici, vous voyez déjà le premier château qu'il a construit sur cette terre qui s'avance donc en avant d'un quartier que l'on appelle le quartier de la Chapelle. Donc cette presqu'île est achetée en 1880 par le vicomte de Villebrème et on peut se demander mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Eh bien, on en est réduit aux hypothèses, bien sûr. Alors, les alentours, comme je le disais à l'instant, ne sont pas vides puisque nous sommes dans le quartier de la Chapelle et que là, déjà, une dizaine d'années avant 1880, vous avez des familles qui ont acheté des terrains et qui ont commencé à construire des villas qui sont les premières villas de la station balnéaire donc de Saint-Briac. Et c'est ainsi que M. de Villebrème a une sœur, laquelle est mariée au baron de la Paumelière, lequel a construit, justement aux abords de la Chapelle, sur un terrain, il a construit une villa qui s'appelle Les Mouettes et qui a disparu. Mais on peut donc penser que c'est cette proximité parentale qui explique que M. le vicomte de Villebrème ait acheté la presqu'île du Naisset. La photo que vous voyez maintenant sous vos yeux commence donc à nous raconter un peu cette histoire du Naisset et donc nous dire en fait que Maurice de Villebrème eh bien, s'installe définitivement au Naisset après, à peu près après la construction de son château en 1882-83 et qu'il s'y plaît. Il faut le supposer, puisqu'il fait construire ce beau bâtiment. Et d'ailleurs, en 1886, il est donc inscrit comme résident permanent donc à Saint-Briac. Et comme on voit ici à l'arrière du château un début de construction, eh bien, tout simplement, il s'agit du fait que Maurice de Villebrème va entreprendre, après la construction de ce premier château, vous voyez l'aspect d'un quadrilatère, il va entreprendre 2 campagnes d'agrandissement du château. Ici, vous voyez le premier agrandissement. Ce premier agrandissement, il présente donc 2 ajouts. Premièrement, un grand châtelet d'entrée de la presqu'île, qui donne bien l'air que veut se donner monsieur de Villebrème. Et puis, derrière donc, ce premier château, déjà une construction qui s'amorce, une sorte de grand, disons, rez-de-chaussée surélevé, et qui représente ici, en 1887, la première campagne d'agrandissement. Il s'ensuit une deuxième campagne après l'élévation de l'arrière. Cette deuxième campagne, elle est en 1906. C'est une seconde campagne. Et là, le château, eh bien, il va au moins augmenter de moitié. Donc, voilà, Louis, tu peux passer la diapo suivante qui nous présente en fait le résultat final. En 1908, on voit donc ce premier château avec ses 4 tourelles qui est agrandi d'une manière importante avec encore d'autres tourelles, une tourelle crénelée vis-à-vis qui regarde plutôt la mer et une petite, disons, tourelle aussi qui regarde du côté du Béchet. Ce qui fait donc un château qui est au moins moitié plus grand, mais auquel vous voyez sur la photo que le vicomte de Villebrème va ajouter aussi des annexes. Et là, on aperçoit d'une part le salon de thé,
hein, qu'il a fait construire, et plus bas, une serre. Et en ce qui concerne maintenant le corps de garde, eh bien, il va le transformer en chapelle privée. Vous avez ici la photo en bas à droite qui montre aujourd'hui comment il a transformé ce corps de garde en chapelle privée. Et la photo du dessous va vous montrer, vue d'en haut, comment le premier château donc, a été agrandi avec le premier château avec ses 4 tourelles et puis la partie agrandie avec une tourelle crénelée et puis une petite tourelle annexe ensuite. Eh bien, cette vue-là actuelle du château que l'on voit en hauteur, hein, eh bien, va nous interpeller en disant, mais qu'est-ce que c'est que le style de ce château? Alors, le style de ce château, eh bien, c'est un style plutôt inclassable, car il est fait de plusieurs styles où on voit apparaître des influences médiévales d'un côté et puis des influences Renaissance de l'autre. Alors, le bâtiment comprend d'abord, évidemment, un premier corps avec ses tourelles sur les côtés et devant, hein, un avant-corps, vous voyez. Et ensuite, vous avez donc à la fois des matériaux qui sont de la pierre, mais aussi vous avez les tourelles, notamment, qui sont en briques, et qui sont d'ailleurs en briques de 2 couleurs. Vous avez des briques qui sont claires, et puis des briques qui sont rouge clair quand même, et qui présentent aussi des entrecroisements. Et enfin, vous voyez aussi que sur la façade, aussi bien disons l'avant-corps que les fenêtres et les portes, vous avez des entourages qui sont, et les meneaux des fenêtres aussi, qui sont donc en tuffeau. Voilà, ce qui fait que il y a bien sûr des questions qui se posent à propos de la construction du bâtiment. La première question, il y en a pas mal, mais la première question, c'est de dire, mais quel est l'architecte qui a été appelé à concevoir ce bâtiment? Eh bien, écoutez, on ne le sait pas. Certains disent que ça pourrait être l'architecte Malouin Leroyer. Bon, voilà, première ils sont hypothèses. Et ensuite, on peut se dire, mais alors tous les matériaux qui constituent ce bâtiment, d'où viennent-ils? Alors là aussi, on suppose qu'en ce qui concerne les pierres des murs, sans doute pouvaient-ils venir des carrières de Saint-Briac, notamment de la gare de Guérin. En ce qui concerne les briques, peut-être venaient-elles de la briqueterie de Saint-Ilan à Langueux. Quant au tuffeau, alors là, pas de souci, c'est un tuffeau qui vient de Val-de-Loire. Donc, quand même, un bâtiment qui est à la fois un mélange de styles, vous voyez, et ensuite un mélange de matériaux. Donc, vraiment un bâtiment très composite que, bon, certains n'hésitent pas à appeler un style rococo. Alors maintenant, ce château qui a été conçu probablement par Maurice de Villebrème, on peut essayer de se demander qu'est-ce qui l'a inspiré. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Eh bien, là aussi, on peut penser qu'il y a des inspirations familiales. Ici, vous avez 2 photos, l'un qui représente le château de Launay, à Saint-Christophe, qui est le château familial de Maurice de Villebrème, et puis vous avez en dessous le château de Fredval, qui appartient à un cousin, ou qui appartenait à un cousin de Maurice de Villebrème. Et vous voyez que ce sont des châteaux qui, eux aussi, ont des matériaux composites, celui de Fredval un avant-corps, celui de Launay présente des petites tourelles. Donc, voilà, hypothèse qu'il ait construit le château du Nessay en s'inspirant des demeures familiales. Eh bien, maintenant que l'on a vu à la fois le style et les matériaux, on peut peut-être maintenant passer à Maurice de Villebrème pour savoir un peu qui était ce personnage. Alors, Maurice de Villebrème, c'est celui que sur la photo qui vous est présentée, qui est celui avec sa grande barbe à gauche. Alors, il appartient à une très ancienne famille de la noblesse du Val-de-Loire. Il est né en 1847 et il meurt en 1913. Et quand il achète le Nessay, c'est déjà quelqu'un, il a 33 ans,
Donc, c'est déjà quelqu'un qui est à la fois un propriétaire terrien, qui est à la fois aussi maire de son village. Il a fait la guerre de 1870 comme volontaire et il a fini la guerre avec le grade de capitaine. Et donc, cette photo, elle est prise ici, dans le parc du Nessay, en 1906, et c'est une photo complète, puisqu'il y a toute la famille. Il y a donc Maurice de Villebrème qui est à gauche, sa femme qui est à droite, vous avez ses deux filles, Marie et Madeleine, et derrière, eh bien, vous avez donc les deux gendres. Voilà. Donc, cette famille s'est mariée en 1872 avec donc une demoiselle Charlotte Nouvelon et il a eu deux filles, Marie et Madeleine, et donc ils vont se marier, hein, elles aussi. Voilà. Et bien maintenant que nous avons fait la présentation de la famille, on peut se demander aussi comment on vivait à l'époque au Nessay. Eh bien, au départ, il y avait, disons, un confort qui était très, très limité. Car il y avait, à cette époque-là, déjà, une composition de l'intérieur du bâtiment qui était quand même assez complexe, hein, puisque donc ce bâtiment, on y accédait par un escalier de pierre, lequel donnait donc, après la porte, donnait sur un vestibule. Et ce vestibule, donc, partageait le rez-de-chaussée en deux. D'un côté Béchet, il y avait un grand salon avec un fumoir dans la tourelle. Et sur le côté droit, côté qui regarde la mer, une grande salle à manger avec également un fumoir. Au sous-sol, vous aviez donc, bien entendu, la cuisine, l'office, la lingerie, les réserves pour la nourriture, les réserves pour le chauffage, et puis d'autres pièces de réserve également. Au premier étage, donc, vous aviez un grand escalier au bout du vestibule qui conduisait au premier étage, où là, il y avait 4 chambres. 4 chambres qui, chacune, disposaient dans chaque tourelle d'un petit cabinet de toilette. Et puis, au second étage, eh bien, il y avait plusieurs chambres qui étaient destinées donc à la domesticité. Et cette domesticité était assez nombreuse, puisqu'il y avait 4 domestiques, il y avait une institutrice, il y avait un gardien avec sa femme et ses 3 enfants. Et si vous ajoutez les propriétaires, ça faisait en gros, ça faisait 14 personnes pour au moins 15 pièces. Vous voyez que c'était quand même déjà une petite communauté qui vivait et c'est recensé comme tel en 1891. Voilà. Donc, une fois que nous avons vu un peu l'aménagement intérieur, comment est-ce que M. de Villebrème vit donc au Nessay à cette époque? Eh bien, il s'intègre très vite à la société locale. Dès 1886, je l'ai dit, il était inscrit donc au registre de la ville de Saint-Briac. En 1888, eh bien, il devient maire après la démission du maire en place qui est M. Moreau-Descoings. Et dès 1889, il brigue le siège cantonal en se présentant aux élections du Conseil général. Il est élu, à la surprise sans doute de beaucoup, il est élu. Et aussitôt, son élection est invalidée, car à cette époque-là, le gouvernement à Paris, le gouvernement central, est dirigé par des radicaux qui ont entamé une vaste offensive à la fois contre les réactionnaires et contre l'Église. Et donc, on voit d'un mauvais œil le réactionnaire Villebrème élu. Donc, l'élection est renouvelée et voilà le maire de Dinard, Louis Letellier, qui est élu, qui est un bon républicain. Ce qui fait que Maurice de Villebrème se recentre sur son mandat de maire. Et là, on voit que c'est un maire très actif. Alors, il fait terminer l'aménagement du boulevard de la Mer. Il entreprend les premières démarches pour la construction de la voie ferrée du petit tramway de Dinard à Saint-Briac. Il entreprend également les premières démarches pour qu'il y ait à Saint-Briac une école publique garçons et filles, ce qui sera réalisé donc en 1907. Et enfin, il s'intéresse aussi, et beaucoup, de très près, au golf, au Dinard Golf,
de Saint-Briac, en encourageant et en soutenant donc le projet donc de l'architecte qui va dessiner donc ce golfe, qui est donc l'Écossais Thomas Dunn. Et il va donc poursuivre son action quelques années encore, mais il va démissionner en 1899. Ah, et alors on se demande pourquoi, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est pour des raisons qui sont familiales, et notamment à cause de son épouse. En effet, celle-ci est une dame de charité, et vous connaissez tous l'affreuse histoire de l'incendie du bazar de la Charité le 4 mai 1897. Eh bien, elle fait partie des personnes qui ont été brûlées. Et donc, Monsieur de Villebrème et sa femme vont être obligés de faire des séjours à Paris pour voilà, des raisons médicales, des raisons de santé, ce qui fait qu'il va cesser d'être un habitant permanent. Il va donc faire des séjours quand même réguliers au Nessay, mais il va faire aussi des séjours assez prolongés sur Paris. Puis finalement, son épouse va décéder, et donc, en 1911, il décide de vendre le Nessay et de se retirer chez sa fille. Ce qui fait que, voilà, nous allons passer maintenant à la seconde partie, second moment de la vie du château du Nessay, c'est-à-dire la succession des ventes depuis 1911 jusqu'à aujourd'hui. Et on va avoir ça plutôt en deux parties, parce qu'il va y avoir une première partie qui va de 1911 à 1940. Et je vais pousser jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1947. Cette partie-là va avoir donc plusieurs nouveaux propriétaires, et notamment qui sont de la même famille, qui sont de la famille Vergès. Donc, je vais voir cette première, disons, vente et revente du Nessay entre 1911 et 1947. Mais avant de nous intéresser donc à celui qui va devenir l'acquéreur du Nessay, donc une première vente, eh bien, je vais faire une petite incidente, une petite anecdote de quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais qui, je pense, mérite quand même d'être rapporté. Donc, quand Maurice de Villebrème met en vente le Nessay en 1911, il s'adresse à une agence immobilière parisienne. Et puis, il est contacté par un éventuel acquéreur qui est le vicomte de C. Et voilà-t-il pas qu'il y a une indiscrétion révélée par le journal de la Lanterne du 25 février 1911 et qui dit que ce vicomte de C serait en pourparlers pour acheter le château du Nessay afin de l'offrir à sa maîtresse, qui est mademoiselle Ève Lavallière et qui est une actrice très connue à l'époque, de la Belle Époque, à Paris. Alors, c'est l'horreur, c'est la fureur de Maurice de Villebrème qui rompt les relations et qui cherche évidemment un nouvel acquéreur. Donc, le Nessay aurait pu être le lieu d'un scandale, voyez-vous. Bien, alors revenons donc à cet acquéreur de 1911, c'est donc Henri-Georges Vergès, qui est né en 1861, qui est mort en 1927 et qui est un industriel parisien. Il fait partie d'une famille connue de papiers de l'Ariège et son père n'est autre que le fameux Aristide Vergès, qui est né donc en 1833, qui va mourir en 1904, et qui est l'inventeur de la conduite forcée. La conduite forcée qui permet d'utiliser l'eau des barrages pour faire tourner des turbines hydroélectriques. Et c'est d'ailleurs lui qui a inventé aussi l'expression de houille blanche pour, disons, désigner l'eau de ces barrages hydroélectriques. Alors, c'est lui qui en fait donc l'acquisition et il va vivre de manière permanente durant toute la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre, de manière permanente au Nessay. Mais, une fois la guerre terminée, en 1920, eh bien, il vend le Nessay à son fils, qui s'appelle Marcel. Donc, vous avez ici une photo de monsieur Henri-Georges Vergès, en haut, et donc, en dessous, vous avez la photo de son fils, Marcel. Alors, autant le père est un industriel, autant le fils, lui, est plutôt un artiste, et parce qu'il a un poste au conseil d'administration de la société familiale, il peut se permettre de vivre, on dira, de son bien, de ses revenus, pour simplement vivre de sa passion, la peinture. Et
je reviens à Henri-Georges Vergès, il a vendu pourquoi? Eh bien, on croit savoir que parce qu'il désirait aller vivre en Espagne. Mais il voulait quand même revenir faire des séjours au Nessay. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il va vendre le Nessay à son fils en 1920 pour la somme de 175 000 francs de l'époque, ce qui fait aujourd'hui environ 157 000 €. Et il devient en même temps le locataire de son fils pour un loyer annuel de 15 000 francs, soit à peu près 14 800 € actuels. Vous voyez un peu ce montage financier. Tant que son père est vivant, Marcel ne viendra pas très souvent au Nessay. Mais après la mort de son père en 1927, il y vient régulièrement passer de longs séjours avec sa sœur et sa mère. Et voilà qu'arrive la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, c'est une autre affaire qui attend la vie du Nessay. En tout cas, nous sommes passés déjà à la deuxième vente. Et donc, quand 1940 arrive, Georges Marcel Vergès, évidemment, ne tient pas à y rester. Donc, on peut revenir à la diapo précédente où l'on voit, alors on pourrait peut-être presque appeler ça la photo de famille, voilà, puisque on va voir sur cette photo, quand Marcel Vergès s'en va, il laisse en fait au gardien et à sa famille le soin de prendre justement, de veiller en fait sur le Nessay. Et donc sur cette photo, ici à gauche, vous voyez Monsieur Madec. Alors, c'est lui le gardien donc, du Nessay. À droite, vous avez sa femme, ses enfants qui sont donc à leurs pieds. Et puis, donc, en arrière, vous avez Marcel Vergès qui est là. Voilà. Et donc, le Nessay est maintenant à peu près vide pour accueillir eh bien, les Allemands qui arrivent. Alors, les Allemands qui arrivent au départ, comme c'est souvent le cas, on dit que ce sont des gens qui sont des officiers corrects, hein, mais bientôt, il va y avoir la construction du mur de l'Atlantique et le Nessay va en faire partie, et notamment dans cette, disons, zone ultra fortifiée qui est la forteresse Saint-Malo, que les Allemands appellent la Festung Saint-Malo. Et donc, sur le Nessay, il va y avoir non seulement évidemment des fortifications, mais aussi une garnison plus importante. Et notamment, cette garnison, elle va être composée d'Allemands assez spéciaux, parce que ce sont soit des Polonais, soit des Ukrainiens. Et donc, le Nessay va sortir de la guerre très dégradé sur deux plans. Le premier plan, c'est la défense. On va installer côté mer, en direction donc notamment des îles des Ébillins et du large, on va construire, disons, deux blocos, je ne sais pas si c'est le terme exact, un qui est un vrai blocos, qui est armé d'un canot 50, et puis à côté une cuve ouverte, hein, à ciel ouvert, et qui comporte aussi le même type d'armement. Et puis, entre d'un côté l'entrée du château et puis le Châtelet, eh bien, on va creuser un énorme trou dans lequel on va construire un abri bétonné, qu'on appelle un R601 en termes, disons, techniques, et qui peut, comment dirais-je, servir d'abri au moins à une dizaine de personnes. Alors, cet abri bétonné, voilà, en 2018, on aurait voulu le supprimer. Eh bien, vous avez une photo qui vous montre qu'on a construit une tranchée, pour aller voir d'ailleurs ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il n'y avait rien du tout. Et l'entreprise à qui on avait confié le soin de le détruire, eh ben, n'a rien pu faire. Donc, on a tout rebouché. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez entre le Châtelet et puis le château, eh bien, vous avez une belle pelouse. Ça, c'est la première atteinte, je dirais, donc, à l'environnement du Nessay. Mais maintenant, à l'intérieur du château, la garnison allemande va se comporter, disons, très mal, de manière brutale. Tous les lambris vont être arrachés, les meubles vont être cassés pour en faire du feu dans les cheminées, les peintures, les tapisseries vont être arrachées. Les soldats allemands se montrent brutaux vis-à-vis de la famille Madec, qui en a peur et qui s'en va, qui quitte le Nessay et qui va se réfugier au bourg. Voilà. Et quand
quand la fin de la guerre arrive et que Saint-Briac est libéré, eh bien, on voit M. Madec aller au Nessay, parlementer avec la garnison allemande et puis obtenir sa reddition. Et il va donc être à la tête de la colonne des Allemands qui se sont rendus pour aller les remettre entre les mains des Américains. Mais en tout cas, la demeure, enfin disons, le site est dévasté et M. Marcel Bergès, évidemment, n'a plus qu'une seule envie, c'est de s'en défaire. Voilà pourquoi on va passer à une autre période. Il va s'en défaire en 1947, on va passer à une autre période. La première période, c'est celle d'une maison aristocratique, puis ensuite d'une maison bourgeoise. Mais la situation à l'issue de la guerre fait que c'est la décadence vraiment du site qui commence. En 1947, Marcel Bergès va vendre donc toute la propriété à une société qui s'appelle la Société Giletton et qui achète cette propriété pour en faire un centre de vacances pour les enfants de son personnel. Cette acquisition, donc c'est la troisième vente, et cette acquisition est faite pour un montant qu'on ignore. Voilà. Et par contre, il y avait en 1947 un acheteur qui était le marquis de Maillet-Landry, qui avait acheté la propriété pour 2 500 000 francs de l'époque, ce qui fait 138 000 euros d'aujourd'hui, mais qu'il l'a rendu tout de suite. Il l'a rendu tout de suite à la société Giletton. Alors, cette société fait entreprendre évidemment des nouveaux travaux pour mettre, disons, en conformité le bâtiment avec son usage qui est d'accueillir des enfants durant 2 mois l'été. Et donc, de nouveau, l'intérieur du bâtiment est modifié. Alors, au sous-sol, vous allez trouver donc, bien évidemment, la cuisine pour le personnel, la salle à manger aussi, et puis l'économat, une salle de bain, et puis 11 douches. Au rez-de-chaussée surélevé, vous allez trouver de part et d'autre, donc du hall d'entrée qui n'a pas bougé. Vous allez trouver d'un côté un bureau avec un dortoir, 2 réfectoires, et puis de l'autre côté, vous allez trouver aussi 2 réfectoires. Au premier étage, vous allez trouver 6 chambres dortoirs avec un grand lavabo. Et puis au deuxième étage, vous allez trouver 5 chambres dortoirs et une penderie. Et puis il y a aussi le Châtelet qui est utilisé. Et donc, dans les tours du Châtelet, vous allez avoir au rez-de-chaussée une salle de jeu et puis un garage. Vous allez trouver aussi, donc après à l'étage, vous allez trouver une infirmerie et vous allez trouver également 3 chambres pour les monitrices. Voilà. Ainsi, j'ai oublié une chose, c'est de vous dire que dans la tour ouest, qui est la tour Crénelet, eh bien, on avait aménagé donc une chambre pour donc une infirmière, une chambre pour un malade, une chambre pour une monitrice et une lingeuse. J'ai oublié de vous le dire. Bon, voilà comment l'intérieur est aménagé par la Société Giletton pour accueillir les enfants durant les deux mois d'été. Mais cette société est absorbée en 1959 par la société Sabgil, laquelle, elle, disons, voilà, utilise l'été de moins en moins, enfin il y a de moins en moins d'enfants à venir au Nessay. Et ensuite, en 1968, du coup, elle prend contact avec le maire de l'époque, et Monsieur Bourgeois, pour lui dire que non, elle cesse toute activité. Donc voilà, donc la mairie de Saint-Briac qui a le Nessay un peu sur les bras, qui se demande voilà, que peut-on en faire. Alors, monsieur le maire de l'époque, Bourgeois, prend contact avec une société d'études et lui demande de faire des propositions. Seulement, il a une grande idée derrière la tête, monsieur Bourgeois, c'est qu'il a un grand projet touristique. Et il veut construire au Perron un port en eau profonde ainsi qu'une marina. Et le Nessay va faire partie de cet ensemble. Et donc, on conçoit pour le Nessay à la fois d'en faire un complexe hôtelier, un complexe sportif aussi, et avec piscine.
Alors, cet ensemble de projets suscite des débats passionnés au sein de la communauté briacienne et surtout énormément d'opposition, si bien que finalement, il est abandonné. Toutefois, le Nessay est quand même acheté par la en 1974 et donc se repose la question de savoir qu'en faire. Pour le moment, eh bien, on va disons le Nessay ou la propriété, on va louer le Nessay donc à l'association des pupilles de l'enseignement public pour un bail de 6 ans entre 1976 et 1982 pour une somme de 1 084 000 francs, ce qui fait à peu près 542 000 € d'aujourd'hui. Mais là encore, il faut faire des travaux non seulement de maintenance, mais de mise aux normes, de mise en sécurité, et l'association fait appel à la mairie. Et la mairie de Saint-Briac refuse de prendre en charge ces travaux. C'est donc l'association qui doit faire un emprunt, et là commencent des tensions justement entre cette association et la municipalité de Saint-Briac. Ce qui fait que arrive ce qui devait arriver, à savoir qu'il y a une crise ouverte et le Nessay devient vide, complètement vide. Voilà. Ce qui fait que se repose le problème, que faire du Nessay? Eh bien, je vous propose d'arriver au troisième temps de cette présentation et qui est celle de la résurrection du Nessay à partir de 2018. Alors, à partir donc un peu avant 2018, à partir donc de 2017, eh bien, le maire actuel, qui est M. Vincent Dembélix, entreprend donc des négociations avec la société KA Hotel, avec laquelle il va donc signer un bail de 50 ans qui donne donc d'une part la jouissance du bâtiment à cette société qui est entre les mains de la famille Bazin, qui fait partie d'ailleurs d'un groupe hôtelier bien plus vaste qui est celui donc des hôtels Accor. Et donc la société se charge d'entreprendre tous les travaux nécessaires pour faire du Nessay un château-hôtel 4 étoiles, ce qui représente environ un investissement de 5 millions d'euros. C'est pas rien, c'est quand même de très lourds investissements. Mais le bail stipule que le parc reste ouvert au public. Oui, il y a quelque chose? Non? Très bien. Tout bon, tout bon. C'est tout bon? Très bien. Donc, c'est la Renaissance à partir de 2018, donc du Nessay, sous la forme donc d'un château-hôtel d'un côté, qui est donc privé avec un bail, qu'on peut appeler amphithéotique, puisqu'il est de plus de 50 ans, mais le parc qui reste ouvert au public. Ainsi, on voit que le Nessay renaît parce que on va tout de suite s'apercevoir que les travaux à l'extérieur vont lui redonner son lustre d'antan. Et donc, d'un autre côté, on a une solution qui est pérenne et qui apporte comme avantage le fait que sur un plan économique, voilà, ça apporte quand même un plus à Saint-Briac et en même temps que de la notoriété, et en même temps, le bâtiment, il est sauvé. Donc, voilà, je vous propose alors de terminer par quelques vues sur le château actuel, avec d'abord donc l'extérieur. Vous reconnaissez donc ce château qui a de nouveau retrouvé son éclat originel, et nous en sommes tous très heureux. Et puis, vous avez sur la seconde photo le fait d'avoir édifié au-dessus de la salle à manger qui était donc en contrebas, d'avoir une belle terrasse pour accueillir donc les consommateurs. Donc sur le plan, vous voyez, extérieur, il est quand même bien rénové. Mais sur le plan intérieur, c'est aussi très intéressant. Et là, ici, je me suis permis de vous proposer donc quelques vues de l'intérieur du château. Vous avez à gauche une fuite, voilà, donc ça veut dire que vous avez à la fois la chambre et puis une autre pièce avec
la tourelle, une tourelle. Et puis, l'autre photo à droite, c'est aussi une des chambres qui est donc au 2e étage et qui est aussi une suite avec la chambre et une pièce attenante. Voilà. Donc, vous avez la photo qui est celle qui figure ici, que l'on trouve sous les combles et que j'ai prise, enfin que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle conduit aussi à droite sur une terrasse où vous avez quand même une très belle vue sur la mer. Donc, vous voyez que l'aménagement est quand même vraiment un aménagement de qualité. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation en disant que, mon Dieu, il est à souhaiter que le Nessay vive encore très longtemps, de façon que nous puissions donc profiter de cet environnement, de ce bâtiment qui fait partie quand même un peu du patrimoine de Saint-Briac et que nous voulons bien entendu, voilà, qui fait un des charmes principaux de Saint-Briac. Donc, vous avez une vue avec le Nessay entier, y compris le Châtelet, voilà, illuminé pour Noël. N'est-ce pas joli comme fin pour terminer cette présentation? Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Voilà, c'est terminé. Bien, écoute, merci beaucoup Alain pour cette remarquable présentation et qui a un grand intérêt. Tu sais que nous souhaitions insérer l'un de tes articles sur le Nessay dans notre livre sur les grands hôtels de la Côte d'Émeraude qui va sortir fin février, je le dis à ceux qui nous écoutent. Et malheureusement, Martin Bazin m'a très gentiment envoyé un mail avant-hier me disant qu'il ne participerait pas au financement de notre livre, ce qui est une mauvaise nouvelle pour nous parce que c'était 500 € pour une demi-page, c'est pas très cher. Bref, on voulait mettre en valeur le Nessay qui est vraiment pour nous quelque chose de merveilleux et qui tranche un petit peu par rapport à l'ensemble de l'hôtellerie de luxe qui est en train d'émerger et de se refaire une santé. Et surtout à Saint-Briac, ça manquait d'avoir un hôtel de cette qualité. Donc nous en sommes très heureux pour les Briassins. Et si quelqu'un a de l'influence auprès de M. Martin Bazin, il est le bienvenu, n'est-ce pas François? Merci en tout cas. Et des questions? Merci. Une toute petite précision, si c'est possible. Mais bien sûr. Oui, je voulais parler du salon de thé que l'on a vu au début du commentaire. En dessous du château et au-dessus des serres. Eh bien, ce bâtiment qui s'appelle le Rouf existe toujours rue de la Salinette à Saint-Briac. C'est le père du docteur Lemay qui l'avait fait démonter et remonter sur sa propriété. C'est juste à côté de chez moi, il existe toujours. Ah, eh ben voilà une notation très intéressante. Voilà, eh bien, merci Alain, merci Louis. De rien. Merci. Alors, il y a deux messages écrits pour le moment, mais qui se contentent de dire, mais c'est important, de Sylvie Mello. Merci. Il y a François. Il y a François et Margie. Paul Boulinguet dit bravo, très intéressant. Et je vois qu'une main s'est levée, mais je ne sais pas qui. J'ai pas lu. C'est François. François, vas-y, je t'en prie. J'avais une question pour Alain, à savoir à qui appartenait le terrain avant l'achat, au moment de l'achat par le vicomte de Villebrème, et combien il l'avait payé. Ah, alors ça c'est la question piège à laquelle je ne m'attendais pas. Eh bien, la presqu'île du Nessay, et avec d'ailleurs l'île du Perron aussi, était partie prenante donc de la ferme de la Houle qui appartenait à mon grand-père. Et donc, ce Nessay a été vendu en 1880, alors que mon grand-père était d'ailleurs mineur, et tout simplement pour lui payer
ses études à l'école des frères chrétiennes de Nantes pour recevoir une bonne éducation comme il sied à un enfant de bonne famille, voyez-vous. Voilà, c'est la raison pour laquelle le décès a été vendu. Mais il y a eu d'autres ventes auparavant, puisque ma famille possédait à cette époque-là tous les terres qui vont de la fin du bourg de Saint-Briac, un peu, disons, autour du moulin de la Houle, jusqu'à la côte, jusqu'à la gare de Guérin. Et donc, il y a eu des terrains comme ceux qui ont été acquis du côté de la Chapelle, qui avaient été vendus avant 1880, dans les années 1870 déjà. Voilà. Et après, il y en aura d'autres. Il y aura le jardin public, il y aura tous les terrains qui sont au début du boulevard de la Mer, il y a les terrains des tennis. Bon, tout ça fera que, bon, lorsque la Houle viendra en héritage à mon père, il ne restera plus grand-chose. Voilà. Et en 1960, ben, on a vendu les derniers champs. Voilà. Merci pour cette précision. Je vois que Louis Diard a demandé la parole. Louis Diard. Oui, tu m'entends? On entend, oui, très bien. Oui, on vous entend. D'accord. Monsieur Diard. Ok. Juste une petite précision, effectivement, monsieur et madame de Maillet, en fait c'était le marquis Maillet de la Tourlandrie qui avait racheté le château, mais qui l'a gardé très très peu de temps. Oui, 5 mois, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, il l'a revendu avec une belle plus-value, de dire 5 millions de francs d'époque. Ça, je ne savais pas. Voilà, parce que j'ai les actes de vente, moi. D'accord, voilà. Voilà. Ça, c'était une précision intéressante. Et en réalité, 2 jours après, il signait l'acte de vente pour l'acquisition du chalet des Bruyères à Dinard pour 1 725 000 précisément. Voilà, une partie de l'argent a servi effectivement à acquérir le chalet des Bruyères à Dinard. Très bien. Bon, ben voilà qui fait le lien. Voilà, un lien très précis justement entre le décès et puis le chalet des Bruyères. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci, très intéressant. Merci. Merci pour cette précision. Moi, j'ai une petite correction à faire à Alain. Alain, parlant d'un des acquéreurs du château, a parlé de la société Gilet-Tan. Oui. Il faut savoir que la coutume est de dire la société Gilet-Taon. C'était une… écoute, Louis, c'est très simple. J'ai fait l'imitation du Fan, le petit de la biche. Ben, bien sûr, et puis il y a la ville de Lan. Voilà, ou la ville de Lan aussi. Bien sûr. Eh bien, pour la société… j'ai eu tort. C'est pas grave. Je le reconnais. Mais je continue. J'explique pourquoi je sais ça. C'est parce que mon père, qui était un chimiste lui aussi, a fait un petit bout de chemin dans sa carrière à la société Gilet-Taon. Et c'était à peu près à l'époque où j'aurais pu bénéficier de ces accueils de jeunes dans les chambres et les dortoirs dont tu parlais, puisque non, j'avais quand même 15 ans à l'époque, déjà 17 ans, j'étais un peu trop âgé, mais sinon j'aurais pu découvrir le château du Nessay à cette époque-là. La société Gilet-Taon n'a pas eu un gros succès, c'était des teinturiers lyonnais et qui avaient des bons chimistes, mais ils n'ont pas su vraiment gérer leur compagnie et c'est pour ça qu'ils sont passés au… Oh là là. Voilà. Louis, c'est François. Louis, une petite précision. Oui. Monsieur Gilet est à l'origine de la création de la société et Gilet-Taon est en fait un embryon de la société Rhône-Poulenc. Et les usines de Taon ont appartenu pendant très longtemps aux usines chimiques de la société Rhône-Poulenc. Et donc, M. Gilet est le créateur des premières sociétés qui ont, par acquisition ensuite, avec les usines chimiques du Rhône, sont devenues la société Rhône-Poulenc. Alors, si on me met sur ce sujet, je demande encore 2 minutes pour parler de moi.
quand je suis sorti de l'école de chimie de Lyon, j'avais comme objectif de ne jamais rentrer au groupe Rhône-Poulenc, de ne jamais travailler pour Rhône-Poulenc, parce que je ne voulais pas. Bon, c'est pas dans le sujet. J'ai quand même terminé ma carrière française, du moins, chez Rhône-Poulenc, mais pour ça, ils ont été obligés d'acheter Péchinet Saint-Gobain, Progil, Rhône-Progil, et finalement Rhône-Poulenc, et là, ils m'ont eu, puisque j'étais là. J'ai bien été obligé de travailler avec eux. Fin de l'anecdote. Bien, sur cette considération personnelle, je voulais remercier Louis pour sa magnifique organisation et aussi notre ami Alain Pichot pour cette présentation lumineuse et surtout dans les 45 minutes. Et le prochain rendez-vous sera le 10 janvier, ce ne sera pas le premier lundi parce que